Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Nakacho, la quotidienne, une émission en deux parties, décryptage de l'actualité économique nationale ou internationale et légère keynote mindset, conseil de vie. Le but de ces émissions, c'est de vous apporter des éléments d'explication sur des sujets importants, sur des sujets économiques sur lesquels, par exemple, dans les médias classiques, on va dire, on passe dessus assez rapidement et on s'attend à ce que tout le monde comprenne les enjeux économiques de chaque sujet. Ici, le but, ça va être d'expliquer des choses et pouvoir aller dans les détails pour en fait dormir, qu'on puisse tous dormir moins bête ce soir, tout simplement. Les sujets du jour, ça va être l'impact économique de la politique migratoire de Trump sur les États-Unis et on traitera un autre sujet en termes de mindset où là, on va parler de son intuition personnelle et de pourquoi est-ce qu'en général il faut suivre son intuition. On commence donc tout de suite avec une nouvelle du week-end dernier sur les voyages de tourisme aux États-Unis que vous avez tous vus sur les réseaux sociaux ou à la télé. Un certain nombre d'éléments est maintenant demandé par le gouvernement américain pour pouvoir espérer, parce que c'est jamais garanti, pour pouvoir espérer entrer aux États-Unis. Donc avant ça, pour être clair sur les modalités de déplacement aux États-Unis, nous, Français, nous, Européens, détenteurs d'un passeport européen, on fait partie du Visa Waiver Program, qui est en fait un visa d'accords internationaux avec les États-Unis, ou parce qu'on est de tel pays et qu'on a des bonnes relations avec les États-Unis, on n'a pas besoin de visa pour pouvoir entrer sur le territoire. On a en revanche besoin d'un ESTA, qui est une autorisation de voyage électronique, où on transmet un certain nombre d'informations, et c'est avec ça qu'on peut rentrer aux États-Unis. Bien sûr, faut bien faire attention, l'ESTA n'est pas un droit d'entrée automatique, l'ESTA n'est pas un visa. Tout détenteur d'ESTA peut être refusé à l'entrée du territoire américain pour des raisons que les agents de contrôle n'ont des fois pas à divulguer. Et c'est justement sur cet élément-là que des nouvelles sont arrivées. On a donc maintenant pour les détenteurs d'ESTA, et j'ai la liste pour être bien précis, donc si vous, comme moi, Français, vous souhaitez aller aux États-Unis aujourd'hui, vous allez devoir fournir ces informations pour espérer mettre les pieds sur le territoire américain. Tous les comptes de réseaux sociaux sur les 5 dernières années, toutes vos données biométriques, visage, empreinte, ADN possiblement demandées, tous vos numéros de téléphone sur les 5 dernières années, toutes vos adresses mail sur les 10 dernières années, l'adresse IP, les métadonnées des photos éventuelles que vous allez transmettre dans le cadre de votre demande d'ESTA, les noms des membres de votre famille, donc là on parle uniquement, c'est juste famille proche, frère, sœur, père, mère, et on est bon. À ça va s'ajouter quelques autres mesures. On a tous les numéros de téléphone des membres de votre famille sur les 5 dernières années, les dates, lieux et date de naissance, du coup lieu de naissance des membres de votre famille, lieu de résidence des membres de votre famille, tous vos numéros de téléphone professionnels sur les 5 dernières années et toutes vos adresses mail professionnelles sur les 10 dernières années. Donc voilà les nouvelles sur l'ESTA. Si en tant que Français on veut aller aux États-Unis, on va devoir donner toutes ces informations. Alors sur certaines choses, c'est pas nouveau. On prend l'exemple des réseaux sociaux. À l'époque, c'était obligatoire quand on faisait sa demande d'ESTA de fournir ces réseaux sociaux pour qu'ils puissent regarder qui vous êtes et que vous fassiez pas des trucs contre les États-Unis. Ça a toujours été le cas, c'est passé d'obligatoire à conseiller, c'est plus obligatoire en tout cas au moment où on enregistre cette émission, ce n'est pas obligatoire. Ce projet-là est en projet, dans un mois s'il n'y a pas de contestation particulière sur le territoire américain, ça passera sur tous les SA. Mais en tout cas les réseaux sociaux c'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours été le cas. Par contre numéro de téléphone professionnel, numéro de téléphone personnel, mail perso, mail pro, tout ça c'est nouveau, ça rentre dans l'objectif de Donald Trump d'une politique migratoire nationaliste et même, on pourrait dire dans une certaine mesure, d'arrêter la migration, l'immigration aux États-Unis, avec une nouvelle aussi qui est arrivée ce week-end, en même temps que les nouvelles demandes sur l'ESTA du président américain, qui, pour nous en tant que Français, c'est impensable d'imaginer un président dire ça, mais je vous laisse regarder ce que Trump a dit à la télévision.
Donc Trump, dans cette rente devant la télévision, a qualifié la Somalie et en général les pays africains pour lui comme des pays de merde, je cite, et se demande pourquoi, et je cite, pourquoi nous ne pouvons pas avoir des gens de Suède ou de Norvège qui migrent aux États-Unis. Bon, déjà, il faut se poser des questions parce que les Suédois et les Norvégiens, en aucun cas, ont envie d'aller vivre aux États-Unis. Après, ça, c'est des choix de vie. Ça ne nous regarde pas, comme on dit. Mais donc voilà, Trump se demande pourquoi est-ce qu'ils accueillent que des pays de merde. En général, pour lui, les pays de merde, c'est des pays africains. Ça illustre le pourquoi du ban sur les pays africains qui sont maintenant interdits d'entrer. On prend le cas, par exemple, de l'Éthiopie ou même d'autres pays d'Afrique, qui, à part les joueurs de ces équipes-là pour la Coupe du Monde 2026 qui a lieu aux États-Unis, Canada, Mexique, tous les autres n'ont pas droit d'accès aux États-Unis pour aller voir la Coupe du Monde. Avec des billets entre 1000 à 5000 dollars pour la Coupe du Monde, même avec un ESTA où vous n'êtes pas garanti d'avoir accès et de pouvoir rentrer sur le territoire américain. Donc élément très important, en soi une première pour les États-Unis. Mais au-delà de ça, dans le cas de cette politique migratoire du président américain Donald Trump, on va revoir quelques mesures phares pour empêcher l'immigration de certains pays, des pays qui jugent avec des valeurs à l'encontre des États-Unis ou des pays qui jugent ennemis des États-Unis. Mais avant ça, on va juste remettre en lumière les chiffres. On dit que Donald Trump est le président qui a déporté le plus d'immigrés aujourd'hui aux États-Unis, ce qui n'est pas vrai. Le président américain sur toute l'histoire du pays américain qui a déporté le plus d'immigrés, c'est Barack Obama, avec en 8 ans à la tête de l'administration et 8 ans à la Maison-Blanche, a déporté 3,1 millions de personnes à l'extérieur des États-Unis. Trump, par exemple, sous son premier mandat, donc Trump en 4 ans, en a déporté 269 000. Donc on voit une différence très importante. Obama avait d'ailleurs le surnom de Deporter in Chief. On pourrait traduire vulgairement en français par déporteur en chef, comme le président qui a déporté le plus de monde. Sur son deuxième mandat pour Donald Trump, on est donc en juin 2025, donc de janvier à juin 2025, 128 039 personnes déportées, et avec un taux d'arrestation incroyable pour les États-Unis, où sur le mois d'août 2025, on était à 60 000 arrestations de présumés sans papier, dont 80% sans aucun casier judiciaire et sans aucun antécédent pour des problèmes avec la justice. Tous ces chiffres que je donne là, ce ne sont pas les miens, je ne les ai pas inventés, c'est des chiffres qui nous viennent de l'ICE, Immigration Customs Enforcement, donc l'agence de l'immigration, l'agence de force de l'ordre de l'immigration américaine. On n'a pas d'équivalent en France, mais ça se traduirait comme ça. La seule différence, au-delà des chiffres de qui a déporté plus sur les États-Unis, ça va être qui a déporté qui. Barack Obama, sur la grande majeure partie des 3,1 millions de déportations, c'était pratiquement tout le temps des criminels, des personnes avec des casiers judiciaires assez longs et pour des offenses quand même importantes. Pour Donald Trump, il n'y a pas de différence. Là, on déporte à tour de bras. Il y a eu quelques erreurs où des citoyens américains ont été aussi déportés, et ça, vous le trouvez sur Internet. Vous faites les recherches, vous allez très vite voir les infos. Mais voilà, on a un président qui déportait des criminels, mais qui ne disait pas trop. Ils n'étaient pas là à communiquer qu'on déporte à tout va. Et on a un autre président qui communique à fond sur le fait qu'on déporte des criminels, on déporte des violeurs, on déporte des cambrioleurs, des tueurs, mais où on a 80% de personnes arrêtées, et après ça joue aussi sur les personnes déportées, mais qui n'ont aucun casier, aucun antécédent. Donc on se demande en fait comment est-ce qu'on décide. Il y a beaucoup de faciès qui jouent aussi là-dessus aux États-Unis. Et donc avec tout ça, avec tous ces... ce climat de peur, ce climat de tension qui règne en ce moment aux États-Unis, avec le nombre de déportations aussi qui ne cesse d'augmenter, des ouvertures de prisons. On prend l'exemple de Crocodile Island, par exemple, en Floride. Ils ont créé une prison entourée de crocodiles. C'est du jamais vu, il faut être inventif, mais bon, c'est les États-Unis, c'est la définition des États-Unis. Mais donc voilà, avec tous ces éléments-là, les États-Unis arrivent à une immigration nette de 0. C'est-à-dire que là, on est à un point où on a
autant de gens qui sortent et autant de gens qui rentrent dans le pays. Ça va porter justement pas mal de conséquences économiques, on va pouvoir le voir ensemble. Mais rien que cet élément-là déjà est mauvais pour l'économie, il est mauvais aussi pour le bien-être du peuple. Il faut rappeler que pour les citoyens américains, 79 pardon, des Américains pensent que l'immigration est bénéfique à l'économie américaine. Donc voilà, pour remettre un peu les choses en perspective. Donc on est voilà, sur un moment un peu tendu en termes d'immigration, une immigration nette à zéro, on a une baisse touristique sans précédent aux États-Unis, on a des taux de douane, ça va être l'objet d'un sujet prochain dans cette émission-là, mais des taux de douane dignes de 1930 où on taxe des entreprises étrangères à des taux jamais vus auparavant. Donc voilà, tout ça ne donne pas envie en soi d'aller aux États-Unis aujourd'hui, fait perdre de l'argent aussi à beaucoup de monde, et quelques éléments qui vont faire que derrière, on a des baisses de chiffres, et on va les traverser ensemble. Pour tous ces éléments-là, on a déjà, donc, de la part du président Donald Trump et in fine de la Maison-Blanche, il y a une vraie vendetta qui est faite contre les universités. On prend l'exemple de Harvard, par exemple, ça a été un gros débat aux États-Unis, là, il y a encore quelques mois, où Trump a essayé de faire retenir des bourses et de l'argent fédéral, des dotations qui sont données à Harvard, parce que Trump jugeait qu'il y avait trop d'étrangers, et Trump a ordonné à l'université d'Harvard de transmettre toutes les informations personnelles des étudiants étrangers pour s'assurer que ce soit des gens bien. Voilà le terme employé par Donald Trump. Bien sûr, Harvard a refusé. Trump, derrière, a refusé de donner l'argent fédéral à l'université. Ça s'est réglé au tribunal et l'administration a dû payer ce qu'il paye en général à Harvard. On a ensuite un climat du coup économique mauvais en termes de taxes douanières qui a augmenté les prix aux États-Unis pour l'américain moyen. Il y a eu un projet pour certains pays, majoritairement des pays africains, de caution. Donc, ce qui était prévu de mettre en place, c'est que des gens, par exemple, du Maghreb ou autres, qui souhaitent aller en tant que touristes aux États-Unis, devront payer au moment de leur demande de visa une caution qui allait jusqu'à $5 000 pour pouvoir entrer. Si dès qu'ils rentrent chez eux, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème particulier, à ce moment-là, on leur rend les $5 000. Mais du coup, ça rajoute $5 000 sur le budget pour pouvoir aller visiter les États-Unis parce qu'on vient d'un pays que Trump n'aime pas. On a ensuite une autre mesure qui a fait scandale aux États-Unis, qui est pour les H-1B visas, donc H-1B visa, les visas pour les travailleurs qualifiés. Donc, une boîte américaine va faire venir des gens d'autres pays pour travailler aux États-Unis, où Trump a ajouté du coup une somme de $100 000, où maintenant une entreprise qui va recruter quelqu'un va devoir payer $100 000 pour que cette personne puisse venir travailler aux États-Unis. Donc bien sûr, pour les entreprises américaines, beaucoup moins intéressant de faire venir des étrangers, parce que $100 000 par personne, ça fait du monde. On prend les entreprises qui recrutent le plus d'étrangers aujourd'hui aux États-Unis, c'est particulièrement les entreprises de la tech, ça va être beaucoup du Apple, ça va être beaucoup du Uber, ça va être beaucoup du Amazon, du Facebook, Meta en général. Donc toutes ces boîtes-là recrutent beaucoup d'étrangers, donc pas mal de scandales. Vous imaginez pourquoi ça a pu faire scandale aux États-Unis pour ces 100 000 euros pour le H-1B visa. Donc bien sûr, tout ça a un impact économique des plus importants sur les États-Unis. Bon, déjà, il y a le volet pour les travailleurs, où on a en fait une baisse du nombre de créations d'emplois depuis l'arrivée de Trump pour son second mandat en janvier 2025. Donc on a une baisse de création d'emplois. Et aujourd'hui, on arrive à un moment où, aux États-Unis, on a moins d'emplois disponibles que de chercheurs d'emploi. Donc en fait, il n'y a plus assez de travail pour tout le monde parce que on veut plus recruter, il y a trop de tensions, ça coûte trop cher aussi. On peut plus faire venir les gens qu'on veut faire venir, même pour former les Américains, parce que sur certains domaines, et il faut pas se leurrer, les Américains sont mauvais, ils n'ont pas les qualités, les compétences nécessaires pour certains types d'emplois. On prend l'aviation par exemple, alors ils sont très bons, mais c'est quand même les Français qui dominent encore dans ce secteur-là, donc d'où le fait que beaucoup de Français vont travailler là-bas, mais des gens d'autres pays aussi, des Italiens, peu importe. Donc voilà, il y a cet élément-là qui va jouer. Et ensuite, on a derrière le volet touristique. Donc
vous comme moi, on voit un pays où il y a des arrestations dans tous les sens, de gens qui sont citoyens américains. On parle d'arrêter la double nationalité aux États-Unis. On arrête des gens qui n'ont pas de casier. On demande des éléments incroyables pour pouvoir juste mettre les pieds et aller donner de l'argent au pays et aller visiter, aller injecter de l'argent dans l'économie du pays. Pour les touristes, ça donne plus envie. Même des gens, moi pareil, je vous parle de moi parce que je connais, je connais ma vie. Un exemple, moi j'adore les États-Unis. Sur les 3 dernières années, j'y suis allé 6 fois en Californie. Mon rêve, c'est de vivre là-bas. J'y vais très souvent de base. Avec tout ça, j'ai plus vraiment envie d'y aller. S'il faut donner maintenant un rein, un bras, une jambe pour pouvoir mettre les pieds sur le territoire, on va pas s'en sortir. Donc voilà, ça peut dissuader pas mal de monde, même des grands fervents des États-Unis, donc beaucoup moins de touristes. Quelques chiffres, on a sur... donc tous ces chiffres datent de mars 2025 et sont en rapport à 2024. Donc 2024 sous Biden, mars 2025 sous Donald Trump. On a une baisse de 11,6% de la fréquentation touristique qui englobe donc tout ce qui va être restauration, hôtel, parc d'attractions et ainsi de suite. Donc il y avait une hausse qui était prévue pour 2025 de 8,8% de la fréquentation touristique aux États-Unis en général, donc tout État compris, qui a été revue à une baisse de 5,1%. Donc on s'attendait à avoir plus 8,8% et au final on a moins 5,1% en rapport à 2024. On a une chute de 17% au passage frontalier au Canada, donc 17% de moins de personnes qui traversent la frontière pour aller aux États-Unis. Et ça veut dire beaucoup pour un pays comme les États-Unis, que les Canadiens ne veuillent plus y aller, parce qu'ils adorent les Canadiens aller aux États-Unis, ils sont très fiers d'être Canadiens, ils sont très contents d'être Canadiens, mais ils adorent quand même aller aux États-Unis. Et là, on en a quand même presque 20% de baisse de passage de frontières. Et on a ensuite, et c'est là l'élément important en termes d'impact économique, c'est qu'on a 10,9% de baisse de dépenses touristiques aux États-Unis. Cette baisse-là, donc ça va être à cause de la politique migratoire, ça va être à cause de l'inflation, à cause de pas mal d'éléments différents. Pour vous donner un ordre d'idée, toutes ces baisses-là, tout ce moins de passagers pour les États-Unis, ça représente une perte pour le secteur du tourisme aux États-Unis sur 2025, que je ne vous dise pas de bêtises, de 12,5 milliards de dollars de pertes, dont 50% estimés pour les restaurants et les hôtels uniquement. Donc on est déjà à plus de 6 milliards de dollars de pertes pour les hôtels et les restaurants des États-Unis à cause des décisions qui ont pu être prises par l'administration Donald Trump. En comptant, s'il y a ça, donc à ces 12,5 milliards de dollars, on ajoute les pertes sur les projets professionnels. Ça va être toutes les boîtes de conseil qui bossent avec d'autres boîtes, qui bossent avec des touristes ou peu importe. Les événements internationaux aussi, où on fait un événement et on attend beaucoup de gens d'autres pays. Si derrière c'est plus compliqué d'avoir des visas ou ça coûte plus cher et que les gens vont pas venir, ça fait de la perte aussi. Si on rajoute ça aux 12,5 milliards de dollars, on arrive à presque 20 milliards de dollars en un an de pertes sur le secteur du tourisme, sachant que les États-Unis est un pays où on va jouer beaucoup sur le tourisme. C'est un pays qui gagne beaucoup d'argent. On prend certaines villes, je parle des villes que je connais où je suis allé, mais par exemple on prend Los Angeles, San Francisco, San Diego, ce sont des villes touristiques au possible, des files j'ai passé des 8 heures à LAX, à l'aéroport, pour attendre de passer la douane, parce que y a 40 000 avions en même temps, et du coup faut que tout le monde passe. Donc c'est des villes qui vivent là-dessus. On avait fait un sujet lundi sur le rachat de Warner Bros par Netflix et Paramount et la bataille commerciale qu'il y a entre ces deux-là. Mais pareil, Warner Bros sans les touristes, les visites des studios, ils gagnent pas beaucoup, parce qu'il faut savoir que la visite, si on veut faire une vraie bonne visite, on est sur des packs de 150 à 250 dollars. Ça veut dire on est entre 130 et 200 et quelques euros pour juste une journée se balader dans les studios Warner Bros. Donc on enlève ça fois le nombre de touristes qui ne viennent plus parce que ceci, parce que cela. Derrière, ça fait des pertes qui sont quand même très importantes. On rajoute à ça le taux d'anxiété, parce que déjà, beaucoup le savent, quand on va aux États-Unis, on n'est jamais sûr de rentrer, on ne sait pas comment ça va se passer, quelles questions ils vont me poser, qu'est-ce qu'ils vont me dire à la douane aux États-Unis, je ne sais pas. Ça, pareil, ça va jouer dessus. Et surtout qu'on sait que maintenant, et il y a plein de vidéos qui sont sorties là-dessus, où quand vous arrivez à la douane, même avec votre demande d'ESTA, même avec tous vos numéros de téléphone, même avec votre numéro de sécurité sociale, même avec vos
radio du poumon. Vous arrivez avec ça, on va vous scanner votre téléphone. Donc en fait, c'est simple, ils prennent votre téléphone, ils le branchent à une machine et après, ils ont toutes vos données, tous les DM, tous les messages, tous les mails, tout, voilà. Si vous êtes un professionnel, un avocat ou autre, par exemple, il y a beaucoup d'avocats qui sont opposés à ça justement parce que conversation privée est protégée sous le privilège client-avocat. Mais ça fait quand même pas mal d'infos que vous allez donner comme ça gratuitement. Vous avez le droit de vous y opposer, c'est votre droit le plus entier. Quand on est dans un aéroport, peu importe le pays, on est sur un territoire international, vous avez le droit de vous opposer à faire télécharger les données de votre téléphone par le gouvernement américain en soi. Par contre, vous avez le droit de dire non. Eux ont le droit de dire, du coup, rentrez chez vous et au revoir. Ils vous remettent dans un avion et vous rentrez chez vous. Ou alors, vous donnez votre téléphone, on télécharge toutes vos données et derrière, si on voit un truc qui n'a pas plu, ça a été le cas d'un Australien qui allait aux États-Unis en vacances. On a téléchargé son téléphone, ils ont vu qu'il avait liké un mème sur J.D. Vance, donc le vice-président américain, le vice-président de Donald Trump. C'était une blague, quelque chose... j'ai plus le même en tête, mais en tout cas, c'était quelque chose qui n'a pas plu. On lui a dit non, du coup vous rentrez pas, pourquoi vous avez liké ça, pourquoi vous avez commenté ceci, cela. Il a été interrogé pendant un certain nombre d'heures et ensuite il a été renvoyé chez lui. Chez lui directement en Australie, il a pris le prochain avion. Mais ça, c'est pas un cas isolé, c'est le cas de beaucoup de personnes. Il y a un activiste d'Atlanta, si je dis pas de bêtises, qui a été arrêté la semaine dernière à un aéroport. Pourquoi ? Parce qu'avant de passer le CBP, Customs and Border Protection, donc la douane, en fait, avant d'arriver à la douane, il a supprimé toutes les informations de son téléphone et pour ça, il a été arrêté et il a été mis en détention le temps de savoir ce qu'il a supprimé et pourquoi et ceci et cela. Donc on est dans ce type de pays-là, un peu anxiogène d'y aller, ils ont perdu beaucoup d'argent, on a un peuple général américain à 79% qui voit l'immigration, qui voit le tourisme aussi, là on doit être sur du 100% pour le tourisme, j'ai pas le chiffre sous les yeux, mais qui voit ça d'un bon œil, et on a du coup toutes ces répercussions-là, on prend les taux de douane de Donald Trump ajoutés sur les imports des pays étrangers, pareil, ça a augmenté le prix de tous les produits de première nécessité, les œufs, la farine, le lait, le pain, tout ça a augmenté à un prix incroyable aux États-Unis, donc ça joue aussi sur le moral des Américains, il y a des contrôles aux faciès, ça fait quand même beaucoup de choses qui impactent directement le milieu et l'économie, en fait, l'économie américaine. Après ça, on peut en parler parce qu'il y en a eu des éléments, j'ai une liste comme pas permis, mais après si je fais ça, l'émission va durer 8 heures et c'est pas du tout le but. On refera peut-être un sujet à la rentrée sur des nouvelles, parce que c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. Tous les jours, c'est une télé-réalité ce pays. Donc tous les jours, on va avoir quelque chose de nouveau, donc on aura pas mal de sujets à traiter là-dessus. Mais voilà, en tout cas, le but, c'était de vous expliquer un peu les rouages du pourquoi, du comment, et de comment juste le fait de dire pour les gens de France qui veulent venir dans mon pays, il faut donner ceci, ceci et ceci. Comment juste ça et juste la communication autour de tout ça peut rapporter des millions, des milliards de dollars de pertes pour un pays. Donc voilà un peu, on arrive à la fin de ce sujet et on enchaîne sans plus tarder sur le sujet mindset qui est pourquoi faire confiance à son intuition. La réponse est très simple, faites confiance à votre intuition. La plupart du temps, vous avez raison. Et si vous pensez quelque chose et si vous ressentez quelque chose au plus profond de vous, c'est que ça se passe pour une raison. Donc faites confiance à votre intuition. J'ai pas besoin de dire plus. On s'arrête là pour ce sujet mindset et je vous dis à demain pour une nouvelle émission.